suis ravi d'appeler sur scène Marie Delattre-Gasquet du CIRAD. Vous pouvez l'accueillir, merci. De l'INRA, Olivier Morat est avec nous aussi. Olivier, vous pouvez prendre place sur la scène. Et de l'INRA également Chantal Lemouel. Donc, tous les trois, vous allez passer au pupitre. Je crois que vous allez nous présenter, donc, dans un premier temps, les résultats, donc les objectifs, les méthodes et les déterminants de l'usage des terres. C'est vous, Marie, qui allez présenter ça. Ensuite, Olivier, vous allez nous parler des 5 scénarios Agrimonterra. Et puis Chantal, vous allez nous évoquer les conséquences des 5 scénarios qui auront été évoqués. Ensuite, une fois que vous avez fait vos présentations, je viendrai vous poser quelques questions et puis je viendrai dans la salle. Ne soyez pas timide pour poser la question, je vous donnerai bien volontiers le micro. Bonjour. Au nom de l'ensemble de l'équipe Agrimonterra, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. On va vous présenter donc les résultats de notre travail de l'équipe, mais surtout et avec un certain nombre d'experts qui ont participé à nos ateliers et un comité des scénarios qui nous a vraiment soutenus tout au long de l'exercice. Alors, la présentation se fera en 4 temps. Je commencerai en présentant les objectifs et la méthode de travail, et ainsi que les déterminants des usages des terres et de la sécurité alimentaire. Puis mon collègue Olivier Morat présentera donc les 5 scénarios et leurs hypothèses. Et enfin, Chantal Lemouel présentera davantage les conséquences des 5 scénarios sur la sécurité alimentaire et les usages des terres. Alors, je ne vais pas revenir en grand détail sur pourquoi nous avons lancé Agrimonterra. Michel Eddy vient de le faire. Je rappellerai juste peut-être quelques points. Le premier point, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui 795 millions de personnes qui sont estimées comme étant souffrant de la faim, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui sont plutôt en surpoids. Et donc ces deux éléments sont en fait 2 éléments de la malnutrition et qui sont nouveaux et qui posent un double problème. Et donc ça, je pense que c'est un des éléments sur lesquels nous nous sommes penchés. Je rappellerai effectivement, et Michel l'a dit, mais c'est quand même important, c'est que ceux qui souffrent de la faim, ce sont souvent les petits agriculteurs. Et ça, pour les institutions de recherche, c'est quand même un problème. Et c'est vers eux, et quand même pour eux aussi, que cet exercice a été fait pour essayer de voir comment les aider dans l'avenir. Le second défi, c'est donc cette concurrence sur les usages des terres et sur l'eau, parce qu'il ne faut pas, même si la prospective n'est pas là-dessus, c'est quand même la terre et l'eau est extrêmement liées. Il y a d'une part, elle est liée à la croissance démographique et liée à la croissance économique qui, quand même, dans les dernières années, a été extrêmement forte et a contribué à un changement des régimes alimentaires, en particulier en Chine, en Inde, dans d'autres pays asiatiques, qui ont fait que tout d'un coup, les gens se sont mis à manger beaucoup plus de viande qu'ils ne le faisaient. Et donc, il y a vraiment une transformation forte qui se fait. Il y a également des besoins croissants en énergie, avec une population croissante, avec le fait que l'énergie étant de plus en plus importante, eh bien, il y a nécessité de faire appel non seulement aux énergies fossiles, mais également aux autres sources d'énergie, dont la biomasse. Et donc ça également, ça crée pour l'agriculture de nouveaux besoins. Et puis il y a un désir des pays d'acquérir une plus grande indépendance sur le plan énergétique. Troisième élément, c'est la disparition des forêts, d'autres végétations, d'espèces. Et toutes ces demandes ont aujourd'hui des conséquences et surtout vont en avoir pour l'avenir des conséquences négatives sur l'alimentation et sur les services écosystémiques. Le rapport du Millennium Ecosystem Assessment, dont on s'est beaucoup servi pour Agrimonde et dont on garde quand même beaucoup d'éléments, l'avait très bien montré. Puisqu'il apparaît aujourd'hui clairement, c'est que l'intensification des rythmes de vie et de travail contraste avec la lenteur naturelle des rythmes biologiques. Et donc là, ça pose une vraie question. Et puis, Michel a beaucoup parlé tout à l'heure du changement climatique et de ses impacts sur l'agriculture, et également du rôle de l'agriculture dans ce changement climatique, et à la fois de son rôle positif et également du rôle qu'il peut jouer dans la transformation et son atténuation. Donc c'est vraiment les habitants les plus pauvres et les plus faibles de la planète que nous tournons, et c'est vraiment chacun d'entre nous
est confronté à ces défis alimentaires et environnementaux, et chacun d'entre nous doit agir pour les transformer. Alors, quels sont les objectifs d'Agreement Terra? Agreement Terra a pour objectif d'informer la prise de décision, et dans une approche multi-acteurs, sur les avenirs possibles des usages des terres et la sécurité alimentaire. Donc il y a les résultats en cours, les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui, et puis il y a également l'utilisation dans l'avenir de ces résultats et la façon dont les décideurs politiques internationaux, régionaux, nationaux peuvent se servir de ces résultats et les utiliser et pour donc, créer leur propre scénario d'usage des terres et étudier leurs conséquences sur la sécurité alimentaire. Donc 3 produits viennent de notre travail. Le premier produit, ce sont l'analyse des causes des changements des usages des terres et de ce système usage des terres et sécurité alimentaire. Nous avons déterminé ces causes au niveau global, mais on a également fait des analyses régionales sur 6 grandes régions et également testé ces causes en Tunisie, où nous avons fait un atelier qui nous a permis de mieux voir si elles répondaient vraiment aux besoins et à la réalité de terrain. Notre souci étant de rester très lié au terrain et de mieux le connaître. Je l'expliquerai un petit peu plus tard dans la méthode. Le deuxième résultat, ce sont nos 5 scénarios. 5 scénarios d'usage des terres et de sécurité alimentaire, avec à la fois des narratifs et des illustrations quantitatives. Le troisième résultat, c'est une base de données, GlobalGri, qui a des modèles de bilan, ressources et utilisation de produits agricoles et agroalimentaires. Et à partir de cette base de données, on a tiré une application plus particulière pour Agreement Terra. Mais cette base de données, elle pourra être utilisée dans d'autres cadres. Donc voilà un peu nos résultats, et vraiment donc des résultats qui sortent de notre rapport et des résultats qui vont être utilisés pour l'avenir. Alors, les régions, j'ai parlé des régions du monde. Nous avons fait un travail à la fois qualitatif sur 6 grandes régions du monde, qui sont l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Asie, l'Union européenne, l'Amérique et l'Amérique latine. Mais nous avons fait, sur le plan quantitatif, nous avons regardé ce qui se passait dans 14 régions. Donc quand on vous parlera de ces régions, voilà, c'est ces 14 régions auxquelles on fera référence. Donc alors, quelle a été notre approche? D'abord, ça a vraiment été un processus participatif. Et ça, je crois qu'on a essayé de le faire, et le comité des scénarios et tous les experts avec lesquels nous avons travaillé nous a vraiment soutenus là-dessus. Processus participatif en 4 étapes. La première étape a consisté en essayer de comprendre finalement quels sont l'ensemble des causes qui constituent les changements, qui participent au changement des usages des terres et de la sécurité alimentaire. Donc la construction d'un système. Système, parce qu'on a une approche systémique, c'est-à-dire qu'on considère que toutes ces causes s'influencent les unes les autres. On ne peut pas en prendre une et se dire, voilà, grâce à cette cause, ça va changer. Parce que quand on change quelque chose sur une cause, elle influence les autres causes. Donc cette approche qui est vraiment systémique et qui a permis de construire ce système. La deuxième étape a consisté à construire des hypothèses pour l'ensemble des causes directes et externes de changement. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que nous voulons dire par direct et externe. À partir des hypothèses qu'on a construites sur toutes ces causes de changement, nous avons ensuite construit des scénarios d'usage des terres et de sécurité alimentaire. Alors, dans Agreement, on avait 2 scénarios. Là, nous en avons essayé d'élargir vraiment l'éventail des futurs possibles. Donc, on a construit 5 scénarios. Alors, ces 5 scénarios, évidemment, ne se passeront pas. Mais ils cherchent à montrer qu'il y a un éventail de futurs possibles et de montrer des pistes et donc de créer un outil de réflexion. Ils ne sont pas là pour prédire l'avenir, aucunement, mais vraiment être un outil de réflexion
sur l'avenir et mettre en valeur à la fois comment le monde peut changer et les leviers à partir de lesquels les trajectoires peuvent évoluer. Et quatrièmement, on a donc évalué l'impact de chaque scénario sur les usages des terres et la sécurité alimentaire de façon plus quantitative. Donc pour ça, on a fait dans la première étape, appelle à, on a organisé des ateliers, donc 4 ateliers qui ont réuni environ 80 experts, et ensuite pour les 3e et 4e étapes, on a davantage travaillé avec notre comité des scénarios. Donc voilà un peu notre organisation. Notre organisation, c'est une équipe projet, et c'était ensuite des coordinateurs scientifiques pour chacun de nos 4 ateliers, et puis tous les experts qui sont venus, et un certain nombre d'entre eux sont là, et vraiment on les remercie beaucoup. Et puis ce comité des scénarios, et là aussi, un grand nombre d'entre eux sont venus, et donc voilà, 5e fois, puisque nous nous sommes réunis 4 fois, et vraiment on les remercie là aussi. Alors, passons vraiment plus au cœur du sujet, qui sont les causes d'évolution des usages des terres et de la sécurité alimentaire. Donc nous avons construit ce système. Système parce qu'il identifie à la fois des causes. Alors on n'a pas fait des flèches entre toutes les causes pour montrer qu'elles s'influencent les unes les autres, mais vraiment elles s'influencent extrêmement. Donc dans la partie du haut, nous avons ce que nous appelons les causes externes de changement des usages des terres. Ces causes externes, ce sont d'abord le système global, c'est-à-dire la gouvernance politique, géopolitique, économique et démographique, humaine. Deuxièmement, ce sont les régimes alimentaires. Et troisièmement, ce sont les climats. Et ces causes externes, on n'en était pas forcément conscient au début, mais vraiment, au fur et à mesure de l'exercice, on a mieux compris le poids de ces causes externes sur les changements des usages des terres et la sécurité alimentaire. Deuxièmement, ce sont les causes directes des changements des usages des terres. Donc ces causes directes, ce sont les systèmes d'élevage, les systèmes de culture, les systèmes forestiers, et puis les structures d'exploitation, les fermes, et les relations entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc je vais vous expliquer en détail chacun de ces facteurs et les hypothèses que nous avons faites sur chacun de ces facteurs. Ensuite, on a essayé de définir ce qu'étaient vraiment les usages des terres. On a souvent tendance à se dire usage des terres, on le voit de façon extrêmement quantitative. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que les usages des terres étaient quelque chose de complexe, de la même façon que la sécurité alimentaire a 4 dimensions. Cette dimension disponibilité, accès, utilisation et stabilité. Les usages des terres ont d'après nous, ont 5 dimensions. Cette première dimension, c'est une première dimension sur le potentiel agronomique des terres, qui varie dans le temps, qui n'est pas stable, et qui peut se dégrader, mais qu'également on peut améliorer. La deuxième dimension, c'est l'accès à la terre, pour tous. La troisième dimension, c'est la distribution des usages des terres entre les différents usages. Quatrième dimension, c'est le degré d'intensité d'usage des terres. Et 5e dimension, ce sont les services produits par les terres. Services à la fois écosystémiques, mais également emploi. Et la terre a besoin de créer des emplois dans un certain nombre de pays. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'à partir de nos scénarios d'usage des terres, nous regardons les conséquences sur la sécurité alimentaire. Donc, l'approche, on a essayé de la voir de la façon la plus rigoureuse, la plus cohérente possible, en ayant beaucoup de débats, mais de façon vraiment arriver à des scénarios de façon rigoureuse. Donc je vais passer maintenant plus particulièrement à l'analyse de nos causes directes, externes et directes d'usage des terres. Alors la première cause, c'est le changement, c'est la situation, le contexte global, géopolitique, économique et humain. Donc là, nous avons fait 5 scénarios. Un scénario qui, je dirais presque le scénario quand même tendanciel dans une grande partie du monde, 5 hypothèses. Un scénario qu'on a appelé développement conventionnel tiré par les forces du marché. Ça, c'est quand même dans l'ensemble du monde, un scénario qui est assez
assez fort. Je vous laisserai lire, je ne vais pas détailler toutes les hypothèses qu'on a faites, mais c'était vraiment le scénario important. Et il se rapproche du SSP1 qui a été fait récemment. On n'a pas voulu, avec le comité des scénarios, on a longuement discuté de savoir si on prenait les SSP, donc les socio-economic pathways qui sont préparés dans le cadre du GIEC, mais puis on s'est dit non, on était là sur une question particulière des usages des terres et pas sur une question de changement climatique, et donc il fallait développer nos propres scénarios de contexte. Donc à partir de là, on a fait d'autres scénarios un peu plus contrastés. Le premier, c'est sur la régionalisation. Alors, est-ce qu'il est contrasté ou pas contrasté? La question d'aujourd'hui peut le dire. Avec une dimension de transition énergétique, et d'autres scénarios qui sont un scénario sur la fragmentation politique et économique, sur un monde coopératif et durable, dans lequel les acteurs voudraient tous travailler ensemble, et puis aussi un scénario qui paraît, qu'on rencontre, qu'on aperçoit dans certains pays du monde, régions du monde, un scénario dans lequel ce sont surtout les acteurs non étatiques qui prennent la main. Alors, une hypothèse forte qu'on a faite, c'est qu'on a utilisé les mêmes projections démographiques pour l'ensemble de nos scénarios. Pour que vraiment ce soit les causes directes et indirectes qui apparaissent, mais pas les changements de projection démographique. La deuxième cause sur laquelle on a travaillé, c'est le climat. Donc là aussi, on a beaucoup réfléchi si on prenait les scénarios les plus utilisés par le GIEC ou si on définissait nos propres hypothèses. On a décidé de définir nos propres hypothèses avec le comité des scénarios qui nous a recommandé cela. Donc là, 3 hypothèses. Une hypothèse de stabilisation du changement des températures. Une hypothèse plus extrême, au contraire, avec un rapide changement dans le champ climatique. Et puis une hypothèse, je dirais, plus moyenne, qui en fait les changements climatiques modérés. Donc derrière ces hypothèses, il y a à la fois des hypothèses différentes en termes d'évolution des températures, d'évolution des rendements, des précipitations, et puis des conséquences. Donc conséquences, qu'est-ce qui se passera avec chacune des hypothèses sur les terres qui vont être disponibles, et également qu'est-ce que cela va impliquer en termes de production d'énergie par la biomasse. Alors la première hypothèse, c'est évidemment ce qui se passerait si on suit les recommandations de la COP21. Mais voilà, ça fait partie des hypothèses. Troisième cause sur laquelle nous avons travaillé, ce sont les régimes alimentaires. Alors là aussi, nous avons fait 4 hypothèses. Une première hypothèse qui est une transition vers des régimes qui sont basés sur des produits ultra transformés. Une autre hypothèse sur une transition vers des régimes, au contraire, plus basés sur la consommation de produits animaux. Une troisième hypothèse sur la diversité régionale des régimes alimentaires et des systèmes alimentaires. Et puis une quatrième hypothèse sur ce qu'on a appelé des régimes sains et qui sont basés sur la diversité de l'alimentation. Derrière ces hypothèses, il y a une consommation calorique qui différente. Donc, c'est-à-dire dans les 2 premiers, sur des transitions vers des régimes alimentaires de produits ultra transformés ou basés sur la consommation de viande, on arrive à 3000 calories par personne et par jour, alors que dans les autres hypothèses, on a moins une consommation calorique moindre, en particulier sur la diversité régionale. Et donc la première colonne représente la situation d'aujourd'hui. Donc dans les 2 premières hypothèses, on a une forte consommation évidemment de viande lorsque c'est basé sur les produits ultra transformés, mais également sur les produits animaux, mais également pour les produits ultra transformés, une forte consommation d'huile végétale, de sucre, de sel, de céréales secondaires qui sont transformées. Tandis que dans les autres, on a pris une plus grande diversité régionale. Là aussi, ces hypothèses, là je vous présente ce qu'on a fait pour les moyennes mondiales, mais on les a ensuite adaptées à la situation de chacune de nos régions, puisque les régions n'ont pas la même situation initiale. Donc on a refait un travail de transformation de ces hypothèses par rapport au travail dans les régions. Quatrième cause sur laquelle nous avons travaillé, ce sont les relations urbaines-rurales.
souvent, dans beaucoup d'exercices de prospective, on regarde ce qui se passe dans les zones urbaines et ce qui se passe dans les zones rurales. Nous avons essayé vraiment de travailler sur la relation entre ces deux zones, parce qu'il y a une grande, quand même, complémentarité entre ce qui se passe dans les unes et dans les autres. Donc là aussi, on a fait quatre hypothèses. Une première hypothèse qu'on voit, qui est quasiment tendancielle, qui est celle du développement de grandes régions métropolitaines, de grandes métropoles. Et donc, on verra comment ça influence l'ensemble des modes de vie, des régimes alimentaires, etc. Une seconde hypothèse sur ce qu'on a appelé des ménages multilocalisés et pluriactifs, et qui sont dans des archipels urbains-ruraux. Et c'est vrai que, par exemple, ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest, dans les dernières années, ça a été la naissance d'archipels, de tas de petites villes qui sont reliées entre elles et qui font que les ménages vont un peu plus de l'un à l'autre. Une troisième hypothèse sur des zones rurales intégrées au sein de réseaux de villes à travers des chaînes de valeur. Et là, je pense que l'important, c'est quand même vraiment ces chaînes de valeur des régimes alimentaires. Et puis une dernière, qui est la fragmentation urbaine et au contraire la contre-urbanisation, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans les grandes métropoles iraient de plus en plus vers les plus petites villes. Là-dessus, nous n'avons pas fait d'hypothèse quantitative. Non, ça n'a pas changé. Voilà. Alors, je crois qu'aussi une caractéristique d'Agrément de Terra, c'est d'avoir travaillé sur les structures agricoles. C'est vrai que, alors, même si on ne les a pas pris en compte dans notre analyse quantitative, on l'a pris beaucoup en compte dans nos narratifs et dans notre analyse plus qualitative. Et de se demander comment les structures agricoles vont-elles évoluer dans l'avenir, en sachant qu'elles ne se transforment pas de l'un à l'autre, mais qu'il y a des trajectoires, là aussi, d'évolution. Donc là aussi, nous avons défini 4 hypothèses. Alors, une hypothèse qu'on a appelée, je commencerai par celles qui sont dans la situation la plus difficile, les fermes marginalisées, dans une logique de survie. C'est celle qu'on voit quand même beaucoup en Afrique, par exemple, et que dans les pays en développement. Une seconde hypothèse qui est celle des structures d'exploitation résilientes et reliées à des dynamiques urbaines. Et là, vous retrouvez un peu ce qu'on a vu sur les dynamiques entre les relations urbaines et rurales. Une troisième hypothèse d'évolution des structures, qu'on a appelé les projets agrofinanciers à durée déterminée, où là, ce sont des entreprises qui viennent, qui achètent, qui louent de la terre et qui repartent, et que donc ça influence beaucoup la façon dont les structures agricoles travaillent. Une quatrième qui est sur l'autonomie dans la dépendance, où là ce sont plutôt des fermes familiales et commerciales qui peuvent contractualiser avec un acheteur industriel qui leur achète leur production, mais également leur fournit des intrants, et ça joue un rôle important. Une cinquième qui est la coproduction de biens et de services, avec un accent important sur les services écosystémiques rendus à l'ensemble des terres, et une dernière sur les coopératives qui mettent en avant la qualité. Donc ces hypothèses, là-dedans, on a quand même beaucoup travaillé d'une part sur l'accès à la terre pour toutes ces structures, parce que toutes ces structures ont besoin de survivre et se dire qu'il y en a certaines qui vont disparaître aux dépens des autres, c'est quand même très grave. Et puis, on a également réfléchi un peu au rôle des femmes dans ces structures, puisqu'elles sont quand même, elles jouent un grand rôle dans l'agriculture. Cause suivante, voilà, ce sont les systèmes de culture. Donc là, nous avons travaillé aussi sur l'idée qu'il y a un peu une trajectoire entre, d'une part, l'intensification conventionnelle, pratiquée dans un grand nombre de pays, et avec beaucoup de spécialisation, l'idée qu'avec la science et la technologie, les rendements augmentent, et qu'on se dit, on finira toujours par régler d'une façon ou d'une autre les problèmes environnementaux. Une deuxième hypothèse qui évolue un peu, c'est ce qu'on a appelé l'intensification durable. L'intensification durable, on garde un certain nombre de technologies, mais par contre, on essaye de réduire les dommages environnementaux, on fait beaucoup plus attention aux dommages environnementaux, et également on essaye de substituer un certain nombre d'inputs et de maximiser leur efficacité. Une troisième hypothèse, donc, qui est l'agroécologie, qui implique une reconception
des systèmes, et dans lequel on est à la fois d'approche technique, mais également une approche beaucoup plus organisationnelle, qui est donc assez différente, et on fait beaucoup plus attention à l'autonomie des systèmes et leur résilience à la fois économique et écosystémique. Et puis une dernière hypothèse qu'on a appelée l'effondrement des modes de culture, et donc là, ça veut dire qu'on est arrivé à l'impasse, et c'est souvent l'impasse de l'intensification conventionnelle qui a abouti à ça parce qu'il y a des crises économiques, climatiques, etc. Et on voit aujourd'hui que, un peu par exemple, les limites de la révolution verte, on arrive un peu dans ces impasses. Voilà. Juste très brièvement, mais pour expliquer ce qui va vous être présenté après sur la partie plus quantitative, on a fait des hypothèses sur ce qui va se faire en termes de rendement et également on a fait des hypothèses de rendement par rapport à chacun de ces cropping systems. Et donc, sur le collapse, sur l'effondrement, on a fait une hypothèse qu'il n'y aurait pas de changement par rapport à aujourd'hui, alors que dans toutes les autres hypothèses, on a fait des changements, on a émis des possibilités de changement du yield gap, en fait, entre le rendement actuel et le rendement potentiel. Si vous voulez plus de détails, Chantal vous expliquera un peu plus tard. Mon temps étant également compté. Dernière cause directe, ce sont les systèmes d'élevage. Les systèmes d'élevage, c'est vraiment des systèmes très complexes. D'abord, nous les avons regardés de façon indépendante des systèmes de culture, alors que dans un grand nombre de pays, les systèmes d'élevage et les systèmes de culture sont mixtes. Et donc, mais il a fallu, pour les besoins de la prospective, les regarder de façon indépendante. Donc là aussi, on a fait 4 hypothèses. Une hypothèse d'intensification conventionnelle de l'élevage, soit avec des ressources locales, soit avec des ressources importées. Et on voit bien qu'un certain nombre de pays, par exemple l'Argentine, s'est spécialisé dans l'exportation pour nourrir l'élevage d'un certain nombre d'autres pays. Une hypothèse d'élevage agroécologique en synergie avec l'agriculture et l'urbanisation. Une hypothèse d'élevage sur les zones marginales. Et là, un certain nombre, dans un grand nombre de pays en développement, ces élevages sont sur ces zones marginales. Et une hypothèse de ce qu'on a appelé backyard. Alors, on a fait des hypothèses quantitatives dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais qui prennent en compte le coefficient de transformation des produits végétaux en produits animaux et la part de chaque secteur dans ces différentes hypothèses. Dernière chose, on vous a mis dans le système, qu'on vous avait fait le rôle des systèmes forestiers. On n'a pas fait d'hypothèse plus particulière sur les systèmes forestiers, mais par contre, on a travaillé ensuite, à partir de notre travail quantitatif, on va dire des choses sur ce qui pourrait se passer sur les systèmes forestiers. Mais nous n'avons pas fait d'hypothèse plus particulièrement là-dessus. Voilà, je vais passer la parole à Olivier Morat, qui va vous présenter donc maintenant les scénarios sur lesquels nous avons travaillé. Bonjour à vous. Donc, je vais vous présenter maintenant les 5 scénarios qui ont été élaborés à partir de l'analyse passée des causes de changement interne et externe du système, et aussi à partir des hypothèses d'évolution à 2050 pour chacune de ces causes qui viennent de vous être présentées par Marie. À partir des analyses à partir des hypothèses d'évolution à 2050 pour chacune des causes internes et externes du système, nous avons construit le tableau suivant qui récapitule l'ensemble des hypothèses, à la fois pour les causes externes, c'est-à-dire le contexte global, socio-économique, le changement climatique, les régimes alimentaires, mais aussi pour les causes internes qui concernent les relations rurales-urbains, les structures de production, les systèmes d'élevage et les systèmes de culture. Donc, sur chaque ligne, vous avez horizontalement présenté les différentes hypothèses d'évolution pour une même cause. Alors, parmi ces causes de changement
4 ont été spécifiquement quantifiés et ont fait l'objet de la simulation qui va vous être présentée ultérieurement, dont les résultats vous seront présentés ultérieurement. Donc l'impact du changement climatique sur les terres disponibles pour l'agriculture et les rendements, mais aussi la place de la biomasse énergie dans les stratégies de mitigation, l'impact des régimes alimentaires sur la demande en produits agricoles, et puis la production agricole qui est liée à la fois au système d'élevage et la production agricole qui est liée au système de culture. Donc à partir de ces différentes hypothèses et de ce tableau qui vient de vous être présenté, différents futurs possibles ont été élaborés avec le comité des scénarios, en interaction avec le comité des scénarios, en combinant des hypothèses sur l'ensemble des dimensions du système. C'est les schémas que vous voyez sur la droite. Donc ce qui a été déterminant dans le choix des combinaisons d'hypothèses, ce sont des critères de cohérence des hypothèses entre elles et de plausibilité des scénarios. Également, on a cherché à construire des scénarios qui soient le plus possible contrastés entre eux, de manière à décrire l'éventail des futurs possibles des usages des terres et de la sécurité alimentaire. Donc 5 scénarios ont été construits. Les 3 premiers se basent plutôt sur des tendances en cours. Le premier, c'est un usage des terres piloté par les dynamiques de métropolisation qui combine à la fois des tendances d'urbanisation vers une croissance métropolitaine, mais aussi d'internationalisation des chaînes de valeur alimentaire. Donc ça, c'est un peu une tendance lourde des évolutions actuelles. Le second scénario considère un usage des terres pour les systèmes alimentaires régionaux, donc des systèmes d'urbanisation différents qui sont aussi à l'œuvre aujourd'hui. Et le troisième scénario, un usage des terres pour la pluriactivité et la mobilité des ménages, fait plutôt référence à des mobilités ville-campagne qui sont aussi en développement dans certaines régions du monde. Les 2 derniers scénarios sont basés sur des hypothèses de rupture qui ont des statuts différents. Le premier scénario, un usage des terres pour une alimentation saine et de qualité, est basé sur une rupture liée à la mise en place de politiques publiques de forte envergure. Et le second scénario, un usage des terres en tant que commun pour les communautés rurales dans un monde fragmenté, est lié à une hypothèse de rupture dans le contexte global avec une crise forte de ce contexte global. Donc chacun de ces scénarios a été appliqué à toutes les régions du monde, ce qui a donné des situations très différentes en fonction des régions qui vous sera présenté dans la 3e partie de l'exposé. Alors je vais maintenant vous présenter les 5 scénarios qui ont été élaborés. Donc le premier scénario, un usage des terres piloté par les dynamiques de métropolisation. Donc c'est un scénario où en 2050, on a une urbanisation qui s'est concentrée dans de grandes métropoles de plus de 10 millions d'habitants. Donc ces grandes métropoles structurent les marchés mondiaux, organisent les marchés mondiaux et sont très attractives pour les migrants ruraux. Ces métropoles ont généré un grand nombre de richesses en agglomérant les activités et les hommes, mais elles ont aussi généré de grandes inégalités spatiales et sociales en interne, en développant des bidonvilles et en externe par rapport à des zones rurales qui sont fréquemment déconnectées. Dans ce scénario, on a à la fois une urbanisation forte et une globalisation des chaînes d'approvisionnement alimentaire, qui est lié à la place de grands acteurs, de firmes transnationales qui dominent les marchés alimentaires et qui ont été le moteur d'une transition nutritionnelle, en particulier dans les pays en développement. Et cette transition nutritionnelle s'est traduite par un accroissement de la consommation de produits ultra transformés et également, pour les populations les plus aisées, par un accroissement de la consommation de produits animaux. Dans ce scénario, donc, on est plutôt dans une trajectoire d'un développement conventionnel qui s'est poursuivi jusqu'à 2050 et qui a eu pour conséquence d'engendrer un fort changement climatique. Alors, également, parce qu'on est dans une trajectoire de développement conventionnel, les systèmes de culture et d'élevage se sont intensifiés de manière conventionnelle, en réagissant au coup par coup aux effets induits sur la dégradation de l'environnement qui pouvait être produit par ces systèmes, donc en innovant. La production agricole s'est concentrée sur un petit nombre de commodités, le maïs, le blé, le soja, le riz.
Et cette métropolisation, comme je disais précédemment, a généré des ruptures spatiales importantes avec certaines zones rurales qui ne sont pas connectées aux marchés internationaux. Et ce qui a généré sur ces zones-là le développement d'une agriculture de subsistance et un appauvrissement des petits producteurs. Donc, dans le même temps, la mondialisation et la spécialisation des marchés a généré, dans un contexte de changement climatique fort, une volatilité des prix agricoles, ce qui a occasionné des crises alimentaires qui touchent particulièrement les populations les plus vulnérables. Ces évolutions des régimes alimentaires ont également entraîné une croissance importante de l'obésité et des maladies chroniques liées à l'alimentation. Donc le deuxième scénario, un usage des terres pour les systèmes alimentaires régionaux. Donc c'est un scénario qui, par rapport au premier, s'oriente à la fois vers une urbanisation qui se concentre sur des villes moyennes, mais aussi des politiques publiques à l'échelle de blocs supra-régionaux qui ont renforcé leur structure de gouvernance. Donc ces villes moyennes qui ont émergé jouent un rôle de relais avec les campagnes. Les régions, ces grandes régions qui se sont structurées à l'échelle mondiale, appliquent des principes de souveraineté alimentaire et de subsidiarité alimentaire qui fait qu'elles n'importent que ce dont elles ont besoin une fois qu'elles ont mobilisé toutes leurs terres pour leurs besoins propres. Donc dans ce scénario, il y a une reconnexion forte entre les industries agroalimentaires à l'échelle macro-régionale et les productions agricoles. Et cette reconnexion se fait autour de la promotion de régimes alimentaires traditionnels qui correspondent en gros aux orientations des régimes dans ces grandes régions du monde. Les productions agricoles dominantes dépendent des régions, donc. On a plutôt une dominance, une importance forte des tubercules dans certaines régions, des légumineuses dans d'autres régions, ou des céréales secondaires qui se redéveloppent dans d'autres régions. Ces productions sont l'objet de contrats entre des coopératives agricoles et des firmes agro-industrielles. Dans ce scénario, parce qu'il y a cette relocalisation à l'échelle régionale, les systèmes d'élevage ont aussi relocalisé et régionalisé leur approvisionnement en aliments pour l'élevage. Donc c'est une transformation importante de ces systèmes d'élevage. Et du fait de cette relocalisation des cultures, les systèmes de culture sont désormais mieux adaptés au contexte agroclimatique régional. Donc troisième scénario qui fait partie donc, des scénarios plutôt tendanciels. Donc un usage des terres par la pluriactivité et la mobilité des ménages. Donc dans ce scénario, on est dans un monde fortement globalisé qui mêle l'action d'acteurs publics et privés qui s'organisent dans des réseaux d'acteurs. Et ces réseaux d'acteurs ont petit à petit pris le pas sur les gouvernements nationaux et ils définissent la nature des activités, la nature des produits en s'appuyant sur des débats publics. Donc dans ce scénario, du fait de cette globalisation, il y a une forte mobilité des individus entre les zones rurales et les zones urbaines. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire ont réduit le nombre d'acteurs qui interviennent dans la chaîne en mettant en place des formes de désintermédiation. De plus en plus, les groupes d'acteurs issus de la société civile s'intéressent à l'agriculture et s'engagent dans les réseaux d'acteurs pour porter des enjeux de santé, de nutrition, de changement climatique, de pauvreté, de biodiversité, de qualité de l'eau ou des enjeux liés à l'identité locale, ces enjeux transformant les marchés et les produits agricoles. Dans ce scénario, les membres des ménages agricoles sont au centre du scénario et des transformations de l'agriculture. Ils travaillent à la fois en ville et à la campagne. Ils combinent à la fois des activités agricoles et non agricoles. Les systèmes alimentaires se sont transformés et ont profité de la formation de plateformes numériques qui ont transformé les chaînes de valeur.
Et dans ce scénario, on a une diversité de structures de production qui répondent à cette organisation en réseau et qui correspondent à ces évolutions. Donc ça va de petites fermes basées sur de la main-d'œuvre familiale à des fermes fortement capitalisées. Et on est là dans un scénario où les systèmes de multi-activité diversifient les revenus et améliorent d'autant l'accès à l'alimentation des ménages ruraux. Donc maintenant, je vais aborder les deux scénarios qui sont plus des scénarios de rupture. Donc, le scénario, un usage des terres pour une alimentation saine et de qualité. Donc, dans ce scénario, suite à l'accroissement des maladies liées à l'alimentation qui était décrit massivement dans le premier scénario de métropolisation, donc pour contrer ces effets-là, des politiques publiques se sont mises en place aux échelles internationales et nationales pour réorienter la consommation alimentaire vers des régimes sains. Ces politiques publiques émergent dans un contexte où il y a de fortes préoccupations pour la durabilité des activités humaines et où s'est mis en place une coopération globale qui a conduit à une stabilisation du changement climatique. Il en résulte des régimes alimentaires qui comprennent désormais plus de fruits et légumes, de céréales secondaires et de légumineuses, et moins de produits ultra-transformés, de graisses, de sucre et d'édulcorants, mais aussi moins de produits animaux dans les pays développés. Ces régimes alimentaires s'appuient sur une reconfiguration générale des systèmes d'approvisionnement et notamment une meilleure intégration des activités entre les zones rurales et les zones urbaines, mais également une transformation des process industriels. Dans ce scénario, l'agriculture produit une grande diversité de produits agricoles qui rentrent dans les régimes alimentaires. Et elle produit cette grande diversité de produits agricoles grâce à des labels de qualité. On a ici une diversité de cultures, mais aussi une diversité de systèmes de culture qui profitent de la généralisation et qui mobilisent des techniques d'agroécologie. On a une réassociation des systèmes d'élevage et des systèmes de culture pour une meilleure gestion des cycles des éléments minéraux. Grâce à une meilleure organisation des chaînes d'approvisionnement, on a une réduction des pertes et des gaspillages. Donc, je suis désolé, j'ai oublié de vous présenter des éléments importants sur la simulation. Donc, dans ce scénario-là que je vous représenterai dans un tableau récapitulatif. Donc, dans ce scénario-là, on a simulé deux variantes pour les scénarios. L'une qui est associée agroécologie pour l'élevage et pour les cultures, qui est la variante D, qui apparaît en vert. L'autre associant agroécologie pour l'élevage et une intensification durable pour les cultures, qui est la variante C. Donc, le dernier scénario, un usage des terres comme commun pour les communautés rurales dans un monde fragmenté. Donc, dans ce scénario, on a des crises récurrentes et multiples qui sont à la fois financières, énergétiques, géopolitiques et écologiques, qui ont généré une fragmentation politique et économique du monde. La faible croissance économique a entraîné un ralentissement des dynamiques d'urbanisation, conduisant à une croissance des petites villes et des villes moyennes, et une croissance également de la population rurale dans certaines régions du monde où la natalité reste élevée. Face à cette situation de crise, les systèmes agricoles et les structures de production ont suivi deux trajectoires distinctes et ambivalentes. La première a consisté à s'adapter à ces transformations et à cette instabilité générale, en mettant en place une gestion des ressources à l'échelle des communautés et à développer des fermes en agroécologie. Donc, ces structures de production agricole fournissent à la fois des services écosystémiques, des ressources énergétiques et alimentaires à la communauté. Et dans ce contexte, s'est développée une agroécologie qui s'appuie sur des régulations biologiques et assure une sécurité alimentaire à l'échelle de la communauté. Mais dans les régions où il n'y a pas, ou dans les communautés où il n'y a pas eu d'organisation collective, d'autres trajectoires ont prévalu, qui ont conduit à un développement d'une agriculture de subsistance. Ces trajectoires sont la conséquence d'une diminution de la taille des exploitations et à la poursuite d'une intensification conventionnelle qui a ici rencontré des limites importantes.
et des impasses des systèmes de culture ont émergé du fait d'une surexploitation des ressources, et en particulier une accélération de l'érosion des sols, ou d'une surintensification des systèmes qui ont engendré des pollutions. Ces systèmes agricoles donc, sont fragiles et en absence d'une stratégie de gestion des ressources, ils entraînent une forte insécurité alimentaire. Donc, les deux voies d'évolution qui ont été ensuite simulées, donc les deux variantes, ces deux voies d'évolution différentes ont été simulées dans deux variantes par la suite. L'une qui a privilégié l'agroécologie pour les systèmes d'élevage et les cultures, l'autre qui a combiné un élevage d'arrière-cour et une stagnation, voire un déclin des systèmes de culture. Donc, pour récapituler ces 5 scénarios de sécurité alimentaire et d'usage des terres, donc, ils sont caractérisés ici par quelques mots-clés et un intitulé court. Donc, le scénario d'usage des terres piloté par la métropolisation, on l'appelait plus simplement métropolisation. Le scénario d'usage des terres pour les systèmes alimentaires régionaux, on l'appelait régionalisation. Le scénario d'un usage des terres pour la pluriactivité et la mobilité des ménages, on l'appelait le scénario ménage. Le scénario un usage des terres pour une alimentation saine et de qualité, on l'appelait le scénario sain. Et le scénario un usage des terres en tant que commun pour les communautés rurales dans un monde fragmenté, on l'appelait le scénario communauté. Donc, je vais également récapituler ici les variantes qui ont été mobilisées dans les différents scénarios. Donc, en rappelant qu'un scénario n'a pas été modélisé, n'a pas été simulé en termes d'impact sur l'usage des terres, il s'agit du scénario ménage, basé sur des mobilités et la multi-activité, parce qu'en fait, il concerne des questions d'emploi rural qui ne faisaient pas partie de la mobilisation, de la modélisation. Et donc, ces 4 scénarios qui ont été simulés, donc c'est le scénario métropolisation avec 2 trajectoires qui ont été simulées, l'une qui a privilégié les produits ultra-transformés et donc un régime alimentaire orienté vers les produits ultra-transformés, et l'autre qui a privilégié des régimes alimentaires orientés vers la consommation de produits animaux. Donc on a 2 simulations pour ce scénario métropolisation. Et le scénario régionalisation, on l'a simulé avec 2 variantes en termes de technologie agricole. L'une qui combine une intensification durable des systèmes de culture et une intensification conventionnelle des systèmes d'élevage liés à des ressources locales, donc un approvisionnement régional pour l'alimentation animale, et l'autre qui combine l'agroécologie à la fois pour les systèmes de culture et pour les systèmes d'élevage. Donc on a utilisé ces différentes variantes, et elles donnent un petit peu les bornes du scénario, mais aussi la manière dont ces scénarios pourraient se traduire différemment dans les différentes régions du monde. Mais on a appliqué ces variantes à l'ensemble du monde à chaque fois. Donc je vais maintenant... Donc je vais maintenant, je suis un petit peu, du coup j'ai un petit peu mélangé mes feuilles. Voilà. Donc je vais maintenant vous présenter donc les résultats des simulations de ces 4 des 5 scénarios en fonction des variantes et ces simulations ayant été réalisées grâce au modèle Globagri Agrimonterra. Donc je vais d'abord dire un petit mot sur ce modèle. Ce modèle est un modèle de bilan emploi-ressources de produits agricoles et agroalimentaires. Donc, dans ce modèle qui fonctionne de manière assez simple, on fixe en amont les régimes alimentaires, les rendements, les efficiences animales et les terres cultivables dans les régions. Et en aval, le modèle calcule les terres nécessaires dans les différentes régions
en tenant compte des contraintes de terre et en ajustant les importations. En d'autres termes, s'il n'y a pas assez de terre disponible dans une région donnée pour subvenir aux besoins alimentaires, on va chercher ces terres dans d'autres régions. Donc je vais passer maintenant directement aux résultats de ces scénarios en termes d'usage des terres. Donc en termes d'usage des terres, on a deux scénarios qui entraînent un accroissement extrême des terres agricoles, à la fois des terres arables et des pâtures. Donc ces deux scénarios, c'est des accroissements qui sont compris entre 1 et 2 milliards d'hectares. Donc ces scénarios, il s'agit des scénarios métropolisation dans sa variante qui est basée sur des régimes riches en produits animaux, et du scénario communauté, qui est un scénario de crise, dans sa variante où il y a une impasse des systèmes de culture et il y a une faible évolution des rendements agricoles. Donc c'est à la fois la croissance de l'élevage et la faible croissance des rendements qui expliquent ces chiffres élevés. Donc ces changements d'usage des terres génèrent une déforestation très importante et quasiment équivalente au changement d'usage des terres. Le scénario métropolisation, dans sa variante produits ultra transformés, impacte peu les surfaces globales agricoles, mais par contre, il accroît les surfaces arables en réduisant d'autant les pâtures. Donc cela du fait d'un basculement important dans ce scénario de l'élevage de ruminants vers l'élevage de monogastriques. Mais parallèlement, ce scénario a des conséquences très négatives sur la santé humaine. De l'autre côté, le scénario communauté dans sa variante agroécologie accroît faiblement les surfaces agricoles, mais par hypothèse, ce scénario, puisque c'est un scénario de crise, réduit la disponibilité alimentaire de 10% en moyenne mondiale, donc accroît la sous-nutrition. Face à ces deux extrêmes, métropolisation et communauté, les scénarios sains et les scénarios régionalisation ont un effet plus limité sur les changements d'usage des terres, mais avec des différences importantes selon les systèmes d'élevage et de culture mobilisés. Dans le scénario sain, dans sa variante C, ce scénario sain implique une relative stabilité des terres cultivées. C'est un scénario qui est économe en terres, où l'on voit s'équilibrer une diminution des terres arables, et un accroissement des pâtures. Donc cette faible évolution des terres cultivées, elle est liée à une diminution quantitative de la consommation calorique quotidienne dans ce scénario, mais aussi à une substitution des produits animaux par des légumineuses dans un grand nombre de pays. Alors cependant, ce scénario sain, dans sa variante D, fait apparaître des tensions possibles entre des objectifs de mitigation du changement climatique et d'arrêt de la déforestation et des objectifs de développement des régimes alimentaires sains. Par rapport à tout cela, le scénario régionalisation entraîne un accroissement assez important des terres agricoles mobilisées, compris entre 250 millions d'hectares et 700 millions d'hectares, en fonction des systèmes d'élevage et des systèmes de culture qui sont mis en place. En fait, c'est ici la part importante de la viande de petits ruminants qui a fortement accru les pâtures dans ce scénario. Et donc, cette place importante de la viande de petits ruminants est importante dans ce scénario car ça fait partie des diètes traditionnelles de nombreuses régions dans le monde. Alors maintenant, et pour terminer, je vais présenter quelques éléments de comparaison de ces 5 scénarios qu'on peut établir à ce stade du raisonnement. Donc ces 5 scénarios montrent une grande diversité de trajectoires pour les usages des terres et la sécurité alimentaire. Ils montrent de grandes incertitudes en ce qui concerne l'impact du changement climatique, mais aussi le contexte socio-économique global. En ce qui concerne également l'étendue et la nature des transitions nutritionnelles qui vont avoir lieu. En ce qui concerne également la nature des transformations rurales et des dynamiques d'urbanisation, mais également l'importance des changements qui pourront avoir lieu
en ce qui concerne les systèmes techniques, les systèmes agricoles d'élevage et de culture. Alors on a deux scénarios avec des conséquences qui sont extrêmes à la fois sur les usages des terres et sur la sécurité alimentaire pour des raisons parfois opposées en ce qui concerne la sécurité alimentaire. C'est le scénario de métropolisation et le scénario communauté. Et par rapport à ces deux scénarios, on a trois autres scénarios qui apparaissent comme des voies possibles pour diminuer les effets sur les changements d'usage des sols et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc ce sont les scénarios sains, les scénarios régionalisation et les scénarios ménage. Mais chacun de ces scénarios a des limites spécifiques qui sont apparues dans la quantification, mais également parce qu'ils ont des impacts très différents selon les régions. Et à ce stade, je vais laisser la parole à Chantal Lemoel, qui va vous présenter et détailler les conséquences des scénarios sur les usages des terres et la sécurité alimentaire dans les différentes régions du monde. Je vous remercie. Merci à Olivier et Marie d'avoir présenté tous les éléments qu'il faut pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe en termes de conséquences de ces 5 scénarios sur la sécurité alimentaire et l'usage des terres. Je vais essayer d'être un peu dynamique parce que ça fait un moment que vous nous écoutez et peut-être que vous vous endormez un petit peu. Donc je vais essayer de vous réveiller. Je vais avoir une intervention en 2 temps. Je vais d'abord essayer de rebondir sur les 2 dernières diapositives que Olivier vous a présentées et pour essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière ces résultats, et ça me permettra d'aborder certains enjeux de nos scénarios pour certaines régions. Et puis dans un 2e temps, je vais essayer de dégager les enseignements transversaux de ces 5 scénarios, à partir de l'analyse qualitative d'abord, puis en réarticulant analyse quantitative et analyse plus qualitative et narrative des scénarios tels que vous les a présentés Olivier. En fait, les 2 dernières diapositives d'Olivier vous présentent les premiers résultats ou les résultats au niveau mondial des conséquences de nos 5 scénarios sur l'usage des terres. Et en fait, on a souhaité réaliser un chiffrage de ces scénarios comme un test de cohérence et puis comme un test de possibilité. Et c'est comme ça qu'il faut voir les résultats qui vont vous être présentés ici, pas plus. Ce ne sont pas des prévisions de qu'est-ce qui va se passer si. C'est plus un test de possibilité et on se pose la question, est-ce que les trajectoires que l'on propose dans ces 5 scénarios, est-ce qu'elles sont possibles étant donné les surfaces mobilisables pour la production agricole qui sont disponibles sur notre planète? La réponse à cette question, évidemment, elle dépend beaucoup des hypothèses quantitatives que nous avons introduites dans notre outil quantitatif. Je ne vais pas avoir le temps de vous présenter toutes ces hypothèses quantitatives, mais je vous invite à aller lire un des documents qui a été écrit, donc un document de travail qui détaille toutes ces hypothèses quantitatives. C'est très transparent, et s'il y a des critiques à faire, ce n'est pas des critiques sur les résultats, c'est des critiques sur les hypothèses, parce que les résultats, ils ne font que refléter les hypothèses qu'on a introduites dans le modèle. Il y a aussi dans la clé USB qui vous a été remise à l'entrée un document qui résume les résultats de simulation par scénario, parce qu'ici je vais vous en présenter que quelques-uns. Donc revenons sur les résultats que Olivier vient de vous présenter au niveau mondial. En fait, on a des résultats qui montrent que nos 5 scénarios, on assure la sécurité alimentaire, mais en étendant les surfaces agricoles mondiales. Et en fait, il y a une exception, c'est le scénario métropolisation avec des régimes qui sont basés sur les produits ultra transformés. Celui-là est très économe en terre. Et donc, il a cette caractéristique-là, sur laquelle on pourra peut-être revenir après. Il y a une caractéristique de ces résultats, c'est que en fait, nos 5 scénarios entraînent des expansions de la terre agricole, mais de manière très différente d'un scénario à l'autre et d'une variante à l'autre. Et je crois qu'on peut dire, pour ceux qui ont regardé un peu la littérature,
que les surfaces, enfin, l'expansion des surfaces est un peu forte par rapport à ce qu'on trouve d'habitude dans la littérature. Et je vais faire un petit aparté ici, c'est que dans la littérature, on trouve beaucoup de choses sur les trajectoires des surfaces arables au niveau mondial. On trouve beaucoup moins de choses sur les trajectoires des surfaces en pâture. On en trouve un petit peu, mais on trouve beaucoup moins de choses. Et ici, nous, en fait, derrière nos résultats, c'est beaucoup les surfaces en pâture qui vont compter. Alors, pourquoi on trouve ces résultats? Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui permettent de comprendre un petit peu. Et ce sont des éléments qui relèvent de nos hypothèses, d'une part, et puis aussi de l'outil qu'on utilise, d'autre part. Et beaucoup de choses vont se passer en Afrique subsaharienne et en Inde, dans une moindre mesure. On a dans tous nos scénarios, pour les pays, pour certains pays, en fait, des disponibilités alimentaires par jour et par tête qui augmentent dans tous les scénarios. C'est une caractéristique de cet exercice. Souvent, en fait, dans les exercices de prospective, on a des scénarios où il y a les kilocalories par habitant et par tête qui diminuent quand même dans un des scénarios. Donc nous, dans certaines régions, on a des kilocalories disponibles par habitant et par tête qui augmentent dans tous les scénarios. On a dans certaines régions un contenu en produits animaux qui augmente dans tous les scénarios. Et ce sont dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et enfin, on a donc ces hypothèses dans les pays où la population va augmenter le plus au cours des décennies qui viennent. Donc en fait, on a un besoin de produits alimentaires pour la consommation dans ces zones-là qui va augmenter très fortement. Ça, c'est le premier point. Vous avez, en fait, je vous montre juste ici la différence, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a derrière le schéma que Marie vous a présenté tout à l'heure, c'est la différence entre certaines régions. Donc, en gros, dans les pays développés, on a dans aucun scénario, on a une augmentation des kilocalories par habitant et par jour. Et en fait, on a plutôt soit une stagnation, soit une diminution du contenu en produit animal de ces rations. Sauf dans la variante animal product qui est au milieu, où on a une toute petite augmentation de la consommation de produits animaux. Je vous ai présenté l'Union européenne à 27 ici. C'est très différent. Ah oui, j'aurais pu mettre 26. C'est très différent de ce qui se passe en Afrique. Alors ECS, ça veut dire Afrique de l'Est, du Centre et du Sud, où vous voyez bien, par rapport à la situation initiale qui est à gauche, une augmentation des kilocalories par habitant et par tête dans tous les scénarios, et une augmentation par rapport à la situation initiale de la quantité de produits animaux. Ce sont les deux couleurs, le rouge et le jaune en haut, l'augmentation de produits animaux dans tous les scénarios. Et ce sont dans ces régions où le besoin de produits alimentaires va augmenter le plus fortement qu'on a initialement, en fait, une production agricole qui est très gourmande en terre. Je vais le mettre comme ça. On a, en fait, dans ces pays-là, il faut beaucoup de terre pour produire les produits agricoles. Parce qu'en fait, on a des rendements par hectare pour les cultures qui sont plutôt bas, et en fait, des coefficients de transformation des produits végétaux en produits animaux qui sont plutôt élevés. Donc en fait, il faut beaucoup d'alimentation animale pour produire 1 kilo de viande ou 1 kilo de lait. On a fait des hypothèses de changement selon les différentes hypothèses d'évolution des systèmes d'élevage. Mais en fait, partant d'un point très haut, en fait, ces hypothèses, bon, elles sont peut-être insuffisantes, on pourra en rediscuter. En tout cas, la situation est celle-là. Bon, ça, ce sont les rendements en maïs, riz et blé dans toutes nos régions initiaux, donc en 2010. Ce n'est pas vraiment les bons produits pour l'Afrique, par exemple, qui produit plus de racines et tubercules. C'est le même profil. J'ai choisi cela parce que c'est les plus homogènes. Racines et tubercules, c'est un groupe très hétérogène d'une région à l'autre. Et donc, on voit bien qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, ce sont les rendements initiaux, en fait, les plus bas de toutes les régions. Et on peut remarquer aussi qu'en Inde, y compris pour le riz, les performances, en fait, ne sont pas si élevées, en tout cas moins élevées qu'en Chine et dans le reste de l'Asie.
Ça fait partie aussi du problème. Et ici, en fait, je vous ai présenté pour le secteur laitier les coefficients de transformation des produits végétaux en matière sèche pour 1 litre de lait. Et vous voyez, du coup, ça vous permet de voir qu'on travaille avec 4 systèmes de ruminants différents. Donc ce sont les mêmes systèmes que ceux qu'utilisent Mario Herrero et ses co-auteurs dans leur article de 2013. On a un système mixte, un système pastoral, un système urbain et un système autre. Et vous avez les différentes régions. Et vous voyez qu'au bout là-bas, en Afrique de l'Ouest, il faut en fait 4 fois, 5 fois, 6 fois plus de produits végétaux pour produire 1 litre de lait que dans d'autres pays. C'est sûr que ces données-là, elles s'expliquent parce que en fait, les systèmes d'élevage probablement n'ont pas du tout le même objectif, ou en tout cas les animaux n'ont pas du tout les mêmes fonctions dans les pays d'Afrique subsaharienne que dans d'autres pays du monde. Donc ça s'explique, puisqu'en fait les animaux, ils sont nourris, mais utilisés pour autre chose que de uniquement produire du lait. Donc voilà, c'est une assurance, c'est un épargne, c'est un animal qui va faire la traction animale, c'est un animal qui va produire aussi des fertilisants. Voilà. Et chez nous, c'est plus spécialisé dans la production de lait. Et en fait, ces chiffres-là vous montrent bien la différence entre les systèmes de production d'une région à l'autre. Ça, ce sont les hypothèses qu'il y a derrière nos résultats et qui ont une influence sur nos résultats. Et ça, c'est l'outil que nous utilisons qui a aussi un impact sur nos résultats. Le modèle Globagri Agremontera, c'est un modèle on peut appeler ça d'équilibre de biomasse. Et en fait, il a certaines rigidités qui vont avoir de l'importance pour les résultats. Qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle-là? En fait, on a introduit les hypothèses, on fixe tout finalement, et le modèle nous dit, ben voilà ce qu'il faut comme terre pour faire ce que vous avez décidé, avec les hypothèses de performance de production que vous avez décidées. Et il y a quelque chose peut-être d'important ici, c'est vous voyez qu'on fixe la part des besoins alimentaires de chaque région qui va être couverte par des importations. Ça, c'est une rigidité forte qu'on peut relâcher de temps en temps. Donc, dans le scénario régionalisation, par exemple, on le relâche pas, mais en fait, on dit qu'il y a moins de besoins alimentaires domestiques qui va être couvert par des importations. Et qu'on peut relâcher aussi quand on atteint une certaine contrainte de terre. Je vais détailler tout à l'heure. Dans notre modèle, évidemment, il n'y a pas de signal de prix qui pourrait dire « Oh, attention, on demande trop de terre, la terre devient trop chère, donc l'alimentation devient plus chère. » Et donc, ça va faire, nos agents, ils vont reprendre des nouvelles décisions, et finalement, on obtiendrait des expansions de surface agricole qui seraient peut-être un peu moins fortes, mais avec des variations de prix qui seraient plus élevées et que nous, on n'a pas ici. Donc, en fait, l'expansion de terres agricoles, si vous voulez l'interpréter, ça peut s'interpréter comme « Attention, dans ce scénario-là, l'alimentation risque d'être un petit peu plus chère parce qu'en fait, il y a plus de tension sur la terre. » Je vais aller très vite sur le modèle. Il y a juste ce qui est en gras qui est important. En fait, on a une contrainte de surface, mais qui est une surface maximale cultivable, c'est-à-dire qui va s'appliquer aux surfaces arables. Et ce qu'il est important de voir, c'est que les pâtures, les surfaces en pâture, elles vont s'ajuster librement. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir des surfaces en pâture qui augmentent beaucoup, et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de déforestation. Surtout dans les régions, en fait, où la surface en terre cultivable est très, très grande, et donc ces régions-là ne butent jamais sur la surface de contrainte cultivable, et donc peuvent ajuster librement à la fois les surfaces arables et les surfaces en pâture. Et voilà. Et quand vous avez ça en tête, en fait, je pense que vous pouvez comprendre globalement ce qui se passe. En fait, si on veut assurer au niveau mondial la disponibilité alimentaire, il faut étendre les terres agricoles. Donc vous avez ici, pour chaque région, la barre bleue, c'est la situation initiale, c'est la surface totale utilisée par l'agriculture, donc à la fois arabe et pâture. Ensuite, vous avez une barre par scénario, et vous allez retrouver en fait, en gros, ce que Olivier a dit précédemment,
Les barres rouges, c'est dans les régimes où il y a beaucoup de produits animaux, donc vous voyez que ça augmente partout. Les barres vert clair, c'est le scénario communities avec des systèmes de culture qui s'effondrent et avec des systèmes d'élevage qui vont plutôt vers l'arrière-cour, et donc on a besoin de beaucoup de terre également. Et puis les systèmes régionaux et les systèmes sains, ce sont les barres orange et les barres violettes, avec 2 barres à chaque fois qui symbolisent les écarts selon qu'on utilise une technologie agricole ou une autre. Donc c'est les variantes que Olivier vous a présentées tout à l'heure. Et juste, ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des pays développés ou émergents, on a plutôt une réduction des surfaces, hormis les barres rouges et les barres vertes. Donc si on se concentre sur les barres oranges et les barres violettes, on a plutôt une réduction. Et en fait, la grosse expansion de surface agricole, ce que l'on trouve d'après nos hypothèses, elle se trouve en Afrique subsaharienne, c'est au bout là-bas, et essentiellement en fait en Afrique de l'Est, du Centre et du Sud. Et on la trouve aussi en Inde. C'est moins spectaculaire, parce que la surface est moins grande sur le graphique, mais on voit aussi qu'on a des augmentations conséquentes. Et en fait, je dis toujours en fait, ça y est, je recommence. C'est essentiellement les surfaces en pâture qui augmentent. En fait, si on regarde les surfaces arables, on a des changements beaucoup moins spectaculaires. Et ces surfaces en pâture, c'est la même chose, elles vont surtout exploser du côté de l'Afrique subsaharienne. On arrive à cette expansion de surface agricole au détriment des surfaces forestières, parce qu'on a fait une hypothèse, en fait, c'est qu'une fois qu'on a la nouvelle surface arable, la nouvelle surface en pâture, on a considéré, parce qu'on ne savait pas trop dans la catégorie « other » de la FAO, si c'était des surfaces cultivables, qui pouvaient être utilisées pour l'agriculture ou non. Et donc, en fait, on a considéré que cette catégorie autre était fixe et que l'expansion des surfaces agricoles allait aller sur la forêt. C'est une hypothèse probablement un peu forte. On aurait peut-être des barres un peu moins hautes, mais je pense qu'on ne changerait pas les profils. Et ce que vous voyez, en fait, c'est qu'on a dans les régimes sains et dans une moindre mesure régionaux, on a un peu d'afforestation ou de reforestation. Ce sont les barres au-dessus de l'axe des abscisses. Et puis, on a de la déforestation dans tous les scénarios, en Afrique subsaharienne et en Inde. Donc voilà comment on explique nos résultats en termes d'expansion des surfaces agricoles. Et bon, le titre est un peu tautologique, mais j'ai essayé de faire des titres généraux et en fait, il faut aller voir ce qu'il y a derrière le titre tautologique. Et là où je veux vous emmener, c'est vers en fait les différences de résultats selon les variantes technologiques que l'on prend et qui sont très liées à nos hypothèses. On les a beaucoup discutées, nos hypothèses, et je vous les donne pour qu'elles soient encore discutées, parce qu'elles sont discutables. En fait, on a des variantes qui diffèrent par la technologie des systèmes de culture. Alors, c'est soit intensification soutenable, soit agroécologie, sur celle que je vous ai mise ici, dans le scénario régionalisation et dans le scénario sain. Et puis, on a des hypothèses alternatives sur les systèmes d'élevage entre intensification conventionnelle et agroécologie. Et les hypothèses qu'on a faites, en fait, font que les systèmes agroécologiques en culture sont plus consommateurs de terre que les systèmes intensification durable, et les systèmes agroécologiques en élevage sont plus consommateurs de terre que les systèmes en intensification conventionnelle. Et donc, en fait, on a des variations dans nos trajectoires. On peut dire que finalement, le système sain, il n'entraîne pratiquement pas de déforestation si on est avec des systèmes d'intensification durable. Il en entraîne beaucoup plus si on est dans des systèmes agroécologiques. C'est un point très fort et je pense qu'il mérite d'être discuté. Et ensuite, là où je veux vous emmener aussi, c'est pour vous dire que finalement, c'est dans les pays où les besoins alimentaires vont augmenter le plus
et où, en fait, les systèmes de culture et les systèmes d'élevage sont très consommateurs en terre actuellement, qu'il va falloir un changement de ces systèmes les plus forts pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire mondiale à 2050. Une autre chose, c'est que jusqu'ici, on n'a vu que les terres, et on a vu, bon voilà, ça varie comme ça d'un scénario à l'autre. C'est juste pour vous remettre en tête que les terres, elles n'ont pas les mêmes produits dessus, entre les différents scénarios. Et que dans les scénarios où on a des régimes plus diversifiés, donc qui sont les scénarios régionalisation et sain, eh bien en fait, il faut que les systèmes de culture et les systèmes d'élevage, ils s'adaptent et ils soient eux aussi plus diversifiés, y compris les systèmes d'élevage, c'est-à-dire que finalement, il faut changer aussi les rations des animaux, puisqu'en fait, on n'a plus les productions de même culture, et donc on n'a plus les mêmes compositions de rations, et que dans certaines régions, ça implique des changements énormes. Et là, je vous mets juste l'exemple du Brésil-Argentine, dont une grande partie de l'agriculture a été construite sur les produits de la transition nutritionnelle, donc les huiles végétales, le sucre, le poulet, la volaille, et où en fait, si des régimes sains et régionaux se développent, il faut changer complètement toute l'agriculture, toute son organisation, puisque dans ce cas-là, il faut développer plutôt des fruits et légumes, il faut développer plutôt des légumineuses, et il faut développer plutôt des racines et tubercules, alors plutôt dans le scénario régionalisation. Donc, ce sont des grands changements qui seraient impliqués. Il faut que j'avance parce que mon temps est terminé. Il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais qu'on parle, c'est que dans tous nos scénarios, le commerce international continue de jouer un rôle important. Dans un seul scénario, il diminue, c'est dans le scénario régionalisation, parce qu'en fait, on le fait diminuer de manière hypothétique, enfin, c'est une hypothèse. Et donc là, on voit bien, ici, ce sont les situations, c'est la situation d'importation nette de chacune des régions, donc c'est importation moins exportation sur les usages domestiques totaux. À gauche, vous avez les régions exportatrices nettes et à droite, les régions importatrices nettes. Et vous voyez bien que les scénarios métropolisation, c'est vraiment le scénario de la spécialisation internationale. À la fin, il reste quelques exportateurs nets, qui sont le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, l'Océanie, surtout dans la version où les régimes sont forts en produits animaux, et puis les autres régions qui deviennent de plus en plus importateurs nets. Donc c'est les barres rouges, là, hein, on les voit bien. Et puis les scénarios régionalisation et sain, qui permettent en fait à certaines régions au moins de limiter leur dépendance vis-à-vis des importations. Et si vous voyez Afrique du Nord et puis Proche et Moyen-Orient, ce sont les régions initialement les plus dépendantes, dont la dépendance aux importations augmente d'ici à 2050 dans tous les scénarios. Et on voit que le régime sain permet quand même à ces régions de limiter l'augmentation de leur dépendance. Pour finir, et pour que vous ne restiez pas sur le quantitatif, parce qu'il n'y a pas que ça dans la prospective, je vais juste refaire un petit résumé de ce qu'on trouve à la fin quand on articule les narratifs des scénarios et le quantitatif. Je reviens sur ce qu'a dit Olivier, hein. On a deux scénarios qui ne permettent pas d'assurer la sécurité alimentaire mondiale à 2050. Ce sont les scénarios métropolisation et communities. Je ne reviens pas dessus. Vous avez ici toutes les caractéristiques qui font qu'on peut dire que ces scénarios-là ne permettent pas d'assurer la sécurité alimentaire mondiale. On a les autres scénarios, vous n'en avez que deux ici, mais le scénario ménage, il fait partie de cela aussi. Comme il emprunte des choses aux deux, je ne l'ai pas mis, mais il fait partie de cela. En fait, ce sont des trajectoires envisageables, mais sous certaines conditions. Et là, en fait, dans le scénario L6, c'est beaucoup autour des systèmes, de l'évolution des systèmes de culture et des systèmes d'élevage. Et puis, quelques tensions possibles, mais qui est liée à ça, entre les objectifs de sécurité alimentaire et les objectifs de mitigation du changement climatique, puisqu'on a quand même un peu de déforestation dans ce scénario-là.
et le scénario régionalisation qui semble aussi une voie pour certaines régions, mais en tout cas pas pour toutes. Il y a des régions en fait qui ne peuvent pas se passer du commerce international pour couvrir leurs besoins. Et puis on a quand même dans ce scénario-là quelque chose d'assez important en termes d'expansion des surfaces et de déforestation. En conclusion, en fait, si on veut aller vers des régimes diversifiés sans augmenter la surface totale agricole, il faut mettre en place des politiques fortes, cohérentes et coordonnées au niveau international. Je vous ai listé ici toutes les politiques, je suis sûre que j'en ai oublié. Et en fait, c'est juste pour dire que ça demande un changement énorme qui doit être accompagné par les politiques et par les acteurs, et ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que les changements d'usage des terres et leurs résultats en termes de sécurité alimentaire, en partie en tout cas dans le milieu rural, dépendent beaucoup de l'accès à la terre et de l'évolution des structures agricoles. On n'a pas parlé d'accès à la terre suffisamment probablement dans cette prospective, mais c'est un point très important. Et quelque chose qui ressort de cet exercice de prospective, qui ne ressort pas des autres, forcément des autres exercices, c'est que le driver relation urbain-rural, il est très important parce qu'il a de l'influence sur les régimes, sur l'emploi dans les milieux ruraux, sur l'agglomération des gens et des activités, et voilà. Et enfin, on ne peut pas terminer sans les besoins de recherche. En fait, on a besoin de savoir un peu mieux comparer. C'est ça qui ressort, en fait, de notre analyse, de comparer les performances sociales, environnementales et économiques des systèmes de culture et des systèmes d'élevage. On a besoin d'un peu plus de connaissances sur les systèmes d'élevage et les zones de pâture et l'utilisation qu'on peut faire des pâtures. On a besoin d'un peu plus d'hypothèses et de savoir ce qui se passe sur les pertes et gaspillages, où on n'a pas vraiment abordé ce problème-là. Et en fait, une étape supplémentaire qui devrait être possible bientôt, c'est en fait d'évaluer l'impact de nos scénarios en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois, beaucoup d'informations, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Il devait y avoir une partie du débat où je vous pose des questions, mais comme nous sommes pratiquement à l'heure de la séquence suivante, je ne veux pas vous priver non plus dans la salle si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a une ou deux remarques que je... Allez-y. Si. Oui, j'ai une question à propos des hypothèses. J'ai vu que dans un des scénarios, le scénario 4, je crois, vous avez quelques petits problèmes et vous l'avez attribué au changement d'utilisation des terres, c'est-à-dire sur la déforestation. Mais nulle part, j'ai vu, pour que vous atteigniez l'hypothèse que vous aviez de stabilisation du climat en 2050, j'ai vu la quantité de biomasse qu'il fallait produire dans les différentes régions. Et donc, je veux dire, c'est une variable extrêmement importante. Et est-ce que vous avez décidé de l'éliminer ou est-ce qu'elle n'apparaît pas ? Je vais prendre le micro, mais je ne vais pas répondre en fait. Il y a une hypothèse de production de biomasse, et donc avec des origines diverses. Donc ça peut être de la production à partir des cultures énergétiques, ça peut être de la production à partir de l'excédent forestier. Comme c'est pas moi qui ai fait ces hypothèses et que je suis moins spécialiste de cette question, mais que les gens qui ont fait ces hypothèses et qui connaissent très bien sont dans la salle, je vais les laisser répondre, s'ils veulent bien. En fait, une réponse générale, c'est qu'on a bien vérifié que nos hypothèses de production de biomasse passaient. Voilà. Peut-être tu peux en dire plus. Bonjour, oui, donc je suis Thierry Bonnel, j'ai participé à cet exercice. Je me suis un petit peu occupé de ces questions justement de cohérence en termes d'atténuation du changement climatique. Alors, il y a plusieurs stratégies d'atténuation du changement climatique. Pour obtenir une stabilisation, il y a une stratégie qui repose sur une utilisation très forte de la biomasse en termes d'énergie avec la capture et la séquestration. Et puis, il y a une autre stratégie qui n'est pas forcément incompatible, qui repose plutôt sur le stockage de carbone dans les sols
et ce qu'on appelle 4 pour 1000. Voilà, donc nous, on est resté un peu finalement entre les deux dans ces stratégies-là. On a pris une voie un peu médiane, donc il y a quand même pas mal de biomasse énergie dans le scénario de stabilisation pour y arriver. Et puis on fait par ailleurs des hypothèses donc qui sont pas spécialement quantifiées, mais qui sont cohérentes avec les autres hypothèses de stockage dans les sols. Donc on est, si ma mémoire est bonne, à environ 100 hexajoules par an en 2050 de biomasse énergie, ce qui est déjà ce qui est déjà substantiel à cette sur la répartition régionale. Alors je l'ai pas en tête exactement, mais on suit à peu près les hypothèses classiques de la littérature sur cette question-là. Voilà. Jean-Paul Jamet, je suis responsable des productions animales à l'Académie d'agriculture. Je ne partage pas du tout votre hypothèse d'augmentation des surfaces, des surfaces pâturées. Je vais prendre 2 exemples de 2 pays que je connais un petit peu. La Chine. En Chine, les productions de bovines et de laitières deviennent hors sol. Elles ne suscitent aucune déforestation. Au contraire, même la Chine est le principal pays à avoir reforesté, d'après les statistiques de la FAO, sur la période 2000-2010. Et il n'y a pas du tout de politique d'emprise, d'augmentation des surfaces fourragères sur la forêt. Et un autre exemple, au Burkina Faso, le responsable, en réalité, on passe d'un système de parcours à un système de sédentarisation de l'élevage à cause de l'augmentation des terres arables, qui fait que, pour prendre l'exemple du président des producteurs de bovins dans les organisations professionnelles, avant il avait 300 animaux de parcours, il s'est sédentarisé, il n'en a plus que 60, et il est en train de faire une production intensive de fourrage sur une surface beaucoup moins grande. Donc moi, je pense personnellement qu'au niveau mondial, ça sera l'élevage bovin qui reculera ou qui s'intensifiera en matière de qualité et d'exploitation des fourrages, mais je ne vois pas beaucoup d'indices de déforestation au profit de l'élevage dans le monde. Vous voulez répondre très brièvement? Nous avons 5 minutes pour cette séquence encore. Une réponse ou brièvement, si vous pouvez. Je réponds brièvement. Sur la Chine, si vous regardez les résultats, on n'a pas d'augmentation des surfaces en pâture en Chine. Donc voilà, ça correspond à ce que vous dites. Sur le Burkina Faso, je suis assez d'accord avec vous, mais ça veut dire que c'est nos hypothèses qui sont peut-être erronées ou biaisées. En fait, on a des hypothèses qui font que, normalement, le système mixte, qui est en fait plus proche d'un système sédentaire, on va dire, sa part augmente dans la production totale des différents produits. Donc on va dans le sens que vous dites. Alors peut-être qu'on n'est pas allé assez loin, étant donné l'augmentation des besoins alimentaires qu'on peut prévoir dans ces pays-là à 2050. Ça je suis d'accord. Mais dans un monde statique, tel que vous le décrivez, c'est-à-dire sans aller jusqu'en 2050, on fait exactement la même hypothèse que celle que vous décrivez. Donc je pense qu'on est d'accord. Après, je crois qu'on a des besoins alimentaires qui augmentent tellement à 2050 qu'il faut quand même plus de pâture. Je pense que c'est ça qui... C'est vous qui avez le micro. J'en profite, oui, bonjour. Pascal Mogis, donc au LSCE. Vous l'avez évoqué au début, mais j'aimerais que vous précisiez dans quelle mesure vous tenez compte de la disponibilité en eau. Notamment, vous montrez des précipitations qui augmentent en moyenne. Il faut voir localement l'adéquation de ces augmentations ou de ces diminutions. Et pour des systèmes actuels qui sont déjà sous stress, y compris dans les zones arrosées, ou basés sur des eaux fossiles non durables. Et donc, comme il y a assez peu d'augmentation de surface, d'après ce que je vois, en Amérique du Sud, notamment, et en Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est pour cette raison? Enfin, voilà, donc est-ce que vous pouvez juste élaborer un peu sur cette question, s'il vous plaît? Si vous pouvez le faire en 3 minutes, parce que nous avons encore une table ronde, le déjeuner, et puis je voudrais quand même garder la journée un tout petit peu à l'heure. D'accord.
En fait, on l'a pas pris en compte directement, c'est-à-dire que il n'y a pas de spécificité, d'hypothèse spécifique sur la question de l'eau. Donc, elle apparaît à la fois à travers les réflexions peut-être sur le changement climatique et sur les évolutions des rendements dans les différentes régions liées aux impacts du changement climatique. Mais on n'a pas spécifiquement quantifié la question de l'eau. Par contre, les hypothèses, notamment qui sont sur les impasses des systèmes techniques, ont en toile de fond cette question également de conditions plus arides et de problèmes d'eau. Parfait. On applaudit très fort nos trois intervenants. Je suis désolé, je sais qu'il y a d'autres questions, d'autres points de vue, mais j'aimerais bien qu'on enchaîne sur la table ronde suivante. En tout cas, c'était particulièrement riche et je suis sûr que vous restez pendant la pause déjeuner. On peut de toute façon vous poser des